Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 500 Nations. La plupart d'entre nous ont du monde des Indiens la vision qu'en a donnée le cinéma. Des héros blancs affrontant des tribus de peaux-rouges hostiles. Ce stéréotype a disparu, heureusement, mais l'image du guerrier à cheval parcourant les grandes plaines est restée le symbole universel des Indiens d'Amérique. Pourtant, nous ne savons que très peu de choses de ces peuples et des chefs légendaires qui les ont conduits. Des hommes qui ont combattu et tout sacrifié pour leur nation. Vous allez aujourd'hui découvrir ces Indiens des plaines sous un jour nouveau. Mais pour commencer, partons plus loin encore vers l'ouest, là où vivaient des centaines de milliers d'Indiens, dans une des régions les plus belles et les plus pacifiques du continent d'alors, la Californie. Voici notre 7e épisode de 500 Nations, la lutte pour l'Ouest. « 300 000 Indiens vivent alors en Californie, éparpillés dans ces divers paysages. Ils parlent 80 langues, travaillent, prient et élèvent des enfants sur des terres qu'occupaient déjà leurs ancêtres bien avant l'aube de la civilisation européenne. Nombre de ces nations californiennes se sont développées en sociétés très structurées. La plus importante est celle des Chumash, qui vivent dans les îles et sur la côte, dans la région de Santa Barbara. Les grandes métropoles Chumash abritent astrologues, prêtres, dirigeants politiques et guérisseurs. Les artisans sont regroupés en corporations de fabricants de paniers et de canoës. Ils produisent aussi des perles en coquillage qui servent de monnaie. La fabrication et le contrôle de la monnaie font des Chumash le pivot de l'économie du sud de la Californie. À la fin du XVIIIe siècle, ce monde complexe et séculaire des Chumash et de leurs voisins va se trouver transformé à tout jamais. En 1772, des missionnaires espagnols conduits par le père Junipero Serra arrivent en territoire Chumash. Croyez-moi, quand j'ai vu la façon dont ils se comportaient et leur manière agréable et engageante, mon cœur s'est brisé à l'idée qu'ils étaient privés de la lumière du Saint Évangile. Père Junipero Serra, missionnaire espagnol. Indifférents à la beauté et à la complexité de la société Chumash, les Espagnols entreprennent de convertir les Indiens par tous les moyens. Deux parents et moi étions allés à la plage ramasser des clams. Deux hommes à cheval se sont précipités vers nous. Les autres ont eu peur et se sont enfuis aussi vite qu'ils pouvaient. Mais c'était trop tard. Ils m'ont dépassé, m'ont attrapé au lasso et traîné au galop sur une longue distance. Arrivé à la mission, ils m'ont enfermé dans une pièce pendant une semaine. Le père m'a dit qu'ils allaient faire de moi un chrétien. Un jour, ils m'ont jeté de l'eau sur la tête, m'ont fait manger du sel. Et l'interprète m'a dit que maintenant, j'étais devenu chrétien et que je m'appelais Jésus. La transformation de la mission en camp de travail forcé ne s'est pas faite du jour au lendemain. Cela s'est fait peu à peu. On a forcé les Indiens à abandonner leur liberté de vie et leur village et à se rassembler à la mission pour les contrôler. Une fois là, les missionnaires séparaient parents et enfants. Dès l'âge de 6 ans, garçons et filles étaient mis dans un bâtiment pour enfants. Et c'était travail, religion et travail toute la journée. Une vie très structurée et très encadrée.
Les Indiens deviennent tanneurs, forgerons et gardiens de troupeaux. Ils fabriquent des bougies, des briques, des tuiles, des chaussures, des sels et du savon. Un travail forcé soumis à la discipline du fouet. J'ai vécu ainsi jusqu'à ce que je trouve un moyen de m'échapper. Mais j'ai été traqué et attrapé comme un renard. Ils m'ont fouetté jusqu'à ce que je perde connaissance. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu bouger de là où ils m'avaient jeté. Et j'ai toujours les marques du fouet sur mes épaules. Khanitil, Camille. Pendant plus de 50 ans, le système des missions, épaulé par les armes espagnoles, va sévir sur la côte californienne, écrasant toutes les révoltes. À l'intérieur des missions, la maladie et la dureté de la vie provoquent un véritable génocide. L'espérance de vie moyenne d'un Indien dans les missions était inférieure à 12 années, et moins de 6 pour les enfants. Il fallait donc en permanence alimenter ce monstre en chair fraîche. Et le plus triste, c'est que les gens qui visitent ces missions aujourd'hui ne pensent même pas aux Indiens. Ils disent qu'elles ont été bâties par les pères, mais c'est faux. Ce sont les Indiens de Californie qui les ont construites. Dans la seule mission de Santa Barbara, plus de 4000 noms Chumash remplissent les registres mortuaires. Leurs corps sont jetés dans de vastes fosses près de l'église. En 1821, la Californie passe aux mains du Mexique, qui s'est libéré du joug espagnol. Le gouvernement de Mexico sécularise les missions et les Indiens sont libres de s'en aller. Mais 50 ans ont entièrement transformé leur monde. Les anciens villages ont disparu. À leur place, il y a de vastes domaines mexicains. Même les terres des missions où ils ont travaillé et vécu ont été annexées à d'immenses ranchs. Voir ces hommes s'emparer des missions que nous avons bâties et des troupeaux que nous avons gardés, risquer constamment, être en permanence avec nos familles exposées aux pires traitements et même à la mort, quelle tragédie. Néophyte de la mission de San Luis Rey. Sans toit, et n'ayant guère de choix pour survivre, les Indiens des missions passent d'un maître à un autre et deviennent ouvriers agricoles dans les rancherias. Les riches propriétaires avaient entre 20 et 60 domestiques indiens à qui ils assuraient le gîte et le couvert. Nos amis indiens cultivaient notre terre, faisaient paître nos bêtes, coupaient notre bois, bâtissaient nos maisons, faisaient nos tuiles, broyaient notre grain, tuaient nos bêtes et tannaient leur peau. Pendant que les femmes indiennes faisaient d'excellentes domestiques. Elles s'occupaient très bien de nos enfants et préparaient tous nos repas. Salvador Vallejo, propriétaire mexicain. En 1848, après la guerre entre le Mexique et les États-Unis, la Californie devient américaine. Peu après, on découvre de l'or dans le nord, et c'est une ruée chez les nations de l'intérieur qui avaient échappé aux missions espagnoles et aux ranchs mexicains. La plupart des tribus vivent dans la peur perpétuelle à cause des massacres cruels et aveugles dont elles sont victimes. Elles s'inquiètent du flot d'immigrants qui se répand dans tout le pays. Elles ne comprennent tout simplement pas. Adam Johnston, agent des affaires indiennes. Des mineurs en mal de femmes envahissent les communautés indiennes. Des milices tirent sur hommes, femmes et enfants et déciment des villages entiers. C'est la chasse aux Indiens, qu'on n'appelle plus que des diggers, des fouilleurs.
11 avril, manchette du Humboldt Times de Eureka. Bonne prise de fouilleurs. 1 blanc tué, 38 peaux-rouges tués, 40 squaws et enfants capturés. 17 janvier, manchette, bonne prise de fouilleurs. Une tribu exterminée. Dans les années 1850, alors que les États-Unis sont à la veille de la guerre de sécession, notamment à cause de l'esclavage, la demande de main-d'œuvre agricole est telle en Californie que l'Assemblée de cet État adopte une loi légalisant l'esclavage des Indiens. Une compagnie des forces armées américaines et de nombreux volontaires ont traqué les malheureux sans répit. Les ravisseurs suivent sur les talons des soldats pour enlever les enfants une fois leurs parents assassinés et les vendre au meilleur prix. W.P. Dole, agent des affaires indiennes. Seuls 30 000 Indiens californiens survivent à la ruée vers l'or. 10% de ce qui avait été la population la plus dense au nord du Mexique. La dernière fois que je suis allé à Ventura, j'ai vu les derniers Indiens de là-bas. Ils vivaient dans une petite hutte à l'est de l'embouchure du fleuve. L'un des vieillards m'a dit qu'ils étaient très heureux que je n'ai pas honte de parler la langue indienne. Ils m'ont dit de continuer à l'utiliser et de conserver nos croyances. Ainsi je vivrai très longtemps. Fernando Librado, Chumash. Fernando Librado vécut jusqu'à 111 ans. Je suis allé une fois chez Donosiana. Je voulais apprendre la danse de l'espadon. Après le repas, je lui ai demandé de m'apprendre les anciennes danses. Car, ai-je dit, il n'y a plus que toi qui les connaisses. Donosiana s'est mise à pleurer et je suis parti sans rien dire. Fernando Librado, Chumash. Pendant des milliers d'années, les sabots des bisons ont martelé les grandes plaines. Un océan d'herbe qui s'étend du Mississippi aux montagnes rocheuses. Leurs troupeaux ont nourri une multitude de nations nomades. Ma grand-mère m'a raconté que quand elle était jeune, on ne se déplaçait qu'à pied. En ce temps-là, on ne voyageait pas loin, ni souvent. En 1680, les Espagnols sont chassés du sud-ouest par les nations Pueblo. Dans leur fuite, ils ont laissé derrière eux leur troupeau de chevaux, un animal qui allait transformer la vie des nations indiennes de tout le continent. Grâce aux chevaux, ils ont pu se déplacer plus facilement d'un endroit à l'autre, tuer plus de bisons et d'autres animaux. Et ils ont eu ainsi plus de viande et aussi plus de peau pour faire des tentes et des vêtements. Airontis, Cheyenne. Une nouvelle culture est née, centrée sur l'homme et le cheval. Mon cheval se bat et jeûne avec moi. Car s'il doit me porter au combat, il doit connaître mon cœur et moi le sien. Sinon, nous ne deviendrons jamais frères. On m'a dit que l'homme blanc, qui est presque un dieu et pourtant un grand idiot, ne croit pas que le cheval a une âme. Ce n'est pas possible. J'ai souvent vu l'âme de mon cheval dans ses yeux. Planticope, Indien Crow. Avec le cheval, les nations des plaines vont entrer dans la légende. Crow, Cheyenne, Sioux, Blackfeet, Arapaho, Pawnee, Kiowa, Comanche.
et leur culture va prospérer pendant des générations. Puis en 1858, on trouve de l'or à Pikes Peak, dans le Colorado. 4 ans plus tard, le Homestead Act ouvre la région à la colonisation blanche. Presque aussitôt, l'invasion tourne au raz-de-marée. En une seule année, 100 000 colons se ruent à travers les Grandes Plaines, le long de 2 axes principaux où ils sèment la destruction. Pour protéger les émigrants, le gouvernement bâtit tout un réseau de forts et fait former à West Point des cohortes de cadets spécialisés dans la guerre contre les Indiens. L'armée a pour mission de forcer ces nations nomades qui chassaient sur de vastes territoires à s'enfermer dans des zones confinées, les réserves. Les Indiens n'ont plus que 2 options possibles: abandonner leurs terres et leur mode de vie, ou combattre l'armée américaine. Certains choisissent de résister, mais beaucoup de chefs indiens qui veulent protéger femmes, enfants et vieillards n'ont guère d'espoir en la guerre. Parmi eux, 2 chefs Cheyenne, Black Kettle et White Antelope. Ils préfèrent renoncer à la terre pour maintenir la paix et faire sortir leur peuple sain et sauf de la tourmente. White Antelope et Black Kettle devaient à leur peuple de les protéger. Et pour cela, il leur fallait maintenir la paix. Ils ont donc considéré qu'il était de leur devoir de conclure la paix avec les États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 1861, Black Kettle et White Antelope cèdent de vastes territoires Cheyennes aux États-Unis et acceptent de vivre dans une réserve, à condition d'être protégés des soldats et des colons et de recevoir de la nourriture et de l'argent en compensation de la perte de leur territoire de chasse. Puis ils se rendent à Washington pour rencontrer le président Lincoln. Celui-ci fait cadeau à Black Kettle d'un grand drapeau américain et à White Antelope d'une médaille de la paix. Mais durant les 3 années qui suivent, des troubles perpétuels dans les plaines alimentent la rumeur d'une guerre indienne imminente. À Denver, le gouverneur John Evans enflamme l'opinion publique en répandant de faux bruits sur l'hostilité des Cheyennes et encourage les civils à prendre les armes contre eux. Voulant obtenir la protection pour leur tribu pacifique, Black Kettle et White Antelope entreprennent un dangereux voyage à Denver pour rencontrer le gouverneur. Tout ce que nous voulons, c'est vivre en paix avec les Blancs. Faites comprendre à tous les chefs des soldats que nous voulons la paix, que nous avons signé la paix, et qu'ils ne doivent pas faire l'erreur de nous considérer comme des ennemis. Black Kettle, Cheyenne du Sud. On leur promet la sécurité pour leur peuple s'ils campent près de Fort Lyon, dans le sud du Colorado. Mais le commandant militaire du Colorado, le colonel John Chivington, n'a nullement l'intention de faire la paix avec quelque Indien que ce soit. Maudits soient ceux qui pactisent avec les Indiens. Je suis venu pour tuer des Indiens et considère qu'il est juste et honorable d'utiliser tous les moyens que le ciel nous donne pour les tuer. Colonel John Chivington. On dit à Black Kettle et White Antelope où camper et qu'ils n'ont rien à craindre de l'armée américaine. Pourquoi se seraient-ils inquiétés? Ils étaient sous la protection du drapeau américain. Ils étaient sous la protection du symbole international de paix, le drapeau blanc. À l'aube du 29 novembre 1864, les volontaires de Chivington chevauchent dans la neige jusqu'au camp indien endormi de Black Kettle et White Antelope près du Sand Creek. 2 femmes qui ramassaient du bois ont cru voir des bisons.
Mais ce n'étaient pas des bisons. Et elles ont jeté leurs bâtons et couru en hurlant vers le camp. Le Cheyenne George Bent est réveillé en sursaut. J'ai entendu des cris et des gens courir. J'ai bondi et je me suis rué hors de ma tente. Une troupe imposante montait vers nous au trot rapide. J'ai regardé vers la tente du chef et j'ai vu que Black Kettle avait attaché un grand drapeau américain au bout d'un piquet et le tenait dressé, debout devant sa tente. Le chef Black Kettle s'est mis devant pour protéger son peuple, pour leur montrer qu'il n'avait pas peur. Il essayait de leur dire « Nous avons fait la paix, nous sommes en paix ». Puis, les soldats ont ouvert le feu depuis deux côtés du camp. Les femmes et les enfants hurlaient et pleuraient. Les hommes ont couru vers leur tente pour prendre leurs armes, tout en se criant des conseils et des instructions. White Antelope a vu les soldats tuer son peuple et n'a pas souhaité vivre plus longtemps. White Antelope, mon arrière-arrière-grand-père, a eu le cœur brisé en voyant qu'un traité avait encore été rompu. La paix qu'ils avaient si longtemps espérée était brisée. White Antelope était debout devant sa tente, bras croisés sur la poitrine, et chantait le chant de la mort. Il pleura et chanta son chant. Rien ne vit longtemps en levant les bras. Rien ne vit longtemps excepté la terre et les montagnes. White Antelope, qui porte la médaille de la paix offerte par Lincoln, est abattu devant sa tente. Black Kettle et sa femme courent vers le lit du ruisseau, où les Indiens tentent désespérément de s'enterrer dans le sable pour se protéger. Avant qu'il ne puisse y arriver, sa femme est abattue. La croyant morte, Black Kettle poursuit sa course. La plupart d'entre nous avions été blessés avant de pouvoir nous mettre à l'abri. Et nous sommes restés étendus là, dans le froid glacial, de l'aube jusqu'à la nuit, avec les soldats autour de nous, maintenant sans arrêt un feu nourri. Finalement, ils se sont retirés vers 5 heures. En redescendant vers la rivière, ils ont achevé tous les blessés qu'ils ont pu trouver. Cette nuit ne sera jamais oubliée, tant que l'un d'entre nous qui l'avons vécue sera encore en vie. Beaucoup qui avaient perdu femmes, enfants ou amis retournèrent au ruisseau et rampèrent sur le champ de bataille parmi les corps nus et mutilés. Peu étaient encore en vie, car les soldats avaient fait leur travail consciencieusement. George Bent, Cheyenne du Sud. Plus de 500 Cheyennes du Sud ont été tués. Black Kettle retrouve sa femme avec 9 blessures de balles, mais miraculeusement toujours vivante. Les survivants se traînent jusqu'à un autre campement, tandis que Chivington retourne à Denver avec plus de 100 scalps Cheyennes. Mon peuple a été massacré. Une chose affreuse. Leurs esprits sont toujours sur les lieux du carnage. Ils ne seront jamais en paix. Malgré cette trahison, Black Kettle ne voit toujours aucun espoir dans la résistance. En 1868, sa tribu persécutée campe sur les rives de Washita River, dans une réserve. À l'aube du 27 novembre 1868, presque 4 ans jour pour jour après le carnage du Sand Creek, des soldats commandés par George Armstrong Custer attaquent le village endormi. Black Kettle, sa femme et plus de 100 Indiens sont tués. La quête de paix du vieux chef Cheyenne trouve ainsi un amer point final.
Elle lui a coûté ses terres, sa liberté et la vie de ce peuple qu'il avait désespérément essayé de protéger. Je suis né dans la prairie, où le vent soufflait librement et où rien n'arrêtait la lumière du soleil. Le blanc a pris la terre que nous aimions. Nous voulons juste parcourir la prairie jusqu'à notre mort. Ten Bears. Au sud des territoires Cheyennes vivaient les Goïgou, ou nations Kiowa, sur des terres qui se trouvent aujourd'hui au Texas, en Oklahoma et au Kansas. Eux aussi ont été poussés dans des réserves par des traités et par l'armée américaine. Mais la trahison dont a été victime Black Kettle a résonné dans toutes les plaines. Le bon Indien, celui qui écoute le blanc, n'obtient rien. L'Indien indépendant est le seul qui soit récompensé. Satanta Kiowa. Pour beaucoup, la seule solution est la résistance armée. Un nombre croissant de Kiowa se rallie donc à un chef résolu, Satanta. Il y a bien longtemps, cette terre appartenait à nos pères. Mais quand je descends vers les rivières, je vois des campements de soldats sur les berges. Ils abattent mes arbres et tuent mes bisons. Et quand je vois ça, j'ai le cœur prêt à éclater. Satanta Kiowa. Satanta irrite de plus en plus le ministre de la guerre. En 1871, après avoir mené une attaque contre un convoi dans le Texas, il est amené devant le général Sherman. Avec un air de défi, il reconnaît être l'auteur du raid. J'ai conduit une centaine d'hommes au Texas pour leur apprendre à se battre. Ceci est notre pays. Nous avons toujours vécu ici. Nous étions heureux, et puis vous êtes venus. Nous devons nous protéger, sauver notre pays et nous battre pour ce qui est nôtre. Satanta est arrêté, enchaîné et croupi 12 jours à Fort Sill, dans un cachot souterrain. Puis il est envoyé au Texas pour y être jugé et mis en prison. Il faudra 2 ans aux Kiowa pour réussir à échanger sa liberté contre leurs armes et leurs chevaux. Quand Satanta revient dans la réserve où sa tribu est reléguée, il constate que l'argent et les vivres promis par le gouvernement en échange des terres ne sont toujours pas arrivés. Et que la base de leur subsistance, les bisons, ont presque disparu. Tout ce qu'avaient les Kiowa provenait du bison. Nos tipis étaient en peau de bison, de même que nos vêtements et nos mocassins. On mangeait de la viande de bison. Le bison faisait vivre les Kiowa. Les États-Unis savent que sans le bison, les Indiens des plaines ne pourront survivre et devront rester dans la réserve et se contenter des maigres rations du gouvernement. Les chasseurs de bisons, armés de puissants fusils Sharp, sont incités à l'action et le massacre commence. Le blanc est-il devenu un enfant pour tuer inlassablement sans manger? Quand le Kiowa tue une bête, il le fait pour vivre et ne pas mourir de faim. Satanta Kiowa. La boucherie s'accomplit à un rythme stupéfiant. Chaque jour, des milliers de bisons sont massacrés.
Les chasseurs de bisons ont fait plus pour régler l'irritante question indienne que toute l'armée régulière. Pour avoir une paix durable, laissons-les tuer, écorcher et vendre les bisons jusqu'au dernier. Général Phil Sheridan, armée américaine. Désespérément résolus à survivre, les nations des plaines du Sud entrent en guerre pour sauver les bisons. À l'été 1874, des milliers d'Indiens quittent les réserves. Et profitant de ce répit de liberté, Satanta et d'autres chefs attaquent des chasseurs de bisons à Adobe Walls, Texas. Mais ils ne sont pas de taille face aux puissantes armes de leurs ennemis. La défaite des Indiens déclenche des expéditions massives de l'armée pour les obliger à réintégrer les réserves. À l'automne, Satanta est contraint de se rendre et ramené au pénitencier de Huntsville, Texas. Par la suite, il se serait, dit-on, suicidé en se jetant par une fenêtre. Les Kiowa, eux, pensent qu'il a été assassiné. Ils ont tué Satanta. C'est ce que les Kiowa ont toujours pensé. Ils l'ont tué. Il ne s'est pas suicidé. Un vrai chef comme lui n'aurait pas fait ça. Avant l'hiver, tous les Kiowa ont été ramenés dans la réserve. Au printemps suivant, les derniers Cheyennes se rendent, très vite imités par les derniers Comanches encore libres. Résolu à briser les nations des plaines du Sud pour toujours, l'armée rassemble 10 000 chevaux indiens. 1 000 sont abattus, les autres vendus aux enchères. En 1890, sur les 50 millions de bisons de la prairie, il n'en reste qu'à peine 1 millier. La guerre pour sauver le bison et tout un mode de vie est perdue. Les Kiowa campaient au nord du mont Scott, du moins ceux qui étaient encore libres. Un matin, une jeune femme s'est levée très tôt. La brume de l'aube montait encore de Medicine Creek. Alors qu'elle regardait par-delà le ruisseau, à travers le brouillard, elle vit le dernier troupeau de bisons apparaître, comme dans un rêve. Le chef du troupeau se dirigeait droit vers le mont Scott. Derrière lui venaient les femelles, les petits et les quelques jeunes mâles qui avaient survécu. La jeune femme vit alors s'ouvrir le flanc de la montagne. À l'intérieur de celle-ci, le monde était vert et frais, comme du temps où elle était petite fille. L'eau des ruisseaux était claire et non rouge. Les pruniers sauvages étaient en fleurs, parsemant les pentes de petites taches rouges. Les bisons entrèrent dans ce monde de beauté et jamais plus on ne les revit. Parfois, le soir, je m'assois et je regarde le paysage. Le soleil se couche et le crépuscule recouvre le ruisseau. Dans l'obscurité, il me semble revoir notre village et la fumée qui s'élevait des tentes. Et dans le mugissement de la rivière, j'entends les cris des guerriers et le rire des petits-enfants d'autrefois. Mais ce n'est que le rêve d'une vieille femme.
À nouveau, je ne vois que des ombres et n'entends que le bruit de l'eau. Les larmes me montent aux yeux. Plus jamais ne reviendra notre vie d'alors. Quel traité les Blancs ont-ils respecté et l'homme rouge pas? Aucun. Quel traité le Blanc a-t-il conclu avec nous et respecté? Aucun. Sitting Bull, Hunkpapa. Dans les grandes plaines du Nord aussi, les nations indiennes sont reléguées dans des réserves. Mais quelques chefs refusent de signer les traités. Ils veulent rester libres, à tout prix. Ces insoumis vont devenir des héros pour les tribus des plaines. Parmi eux, 2 Sioux se distinguent. L'un d'eux est l'homme saint des Hunkpapa, le vénéré Sitting Bull. L'autre est un jeune guerrier Oglala, dont le génie militaire inspire la terreur à ses ennemis et la ferveur à ses partisans. Aucun photographe ni aucun artiste ne réussira à capturer son image, mais son peuple perpétuera son fier esprit de résistance. Il s'appelait Crazy Horse. À l'été 1876, des milliers de Cheyennes, d'Arapaho et de Sioux s'enfuient de leurs réserves pour rejoindre Sitting Bull et Crazy Horse à un vaste campement sur les rives de la rivière Little Big Horn, dans le Montana. Ce campement, sans doute le plus grand de l'histoire des plaines, comptera jusqu'à 8000 personnes et s'étend sur des kilomètres. Les Indiens savent que c'est peut-être leur dernière fête de la liberté. Là, loin des Blancs, ils chassent les derniers bisons, festoient, font des courses de poneys, revoient amis et parents et organisent une gigantesque danse du soleil dont on se souviendra des générations après. Le 25 juin 1876, alors que les États-Unis s'apprêtent à célébrer le centenaire de leur indépendance, 5 compagnies du 7e de cavalerie, sous le commandement de George Armstrong Custer, marchent vers le camp de Sitting Bull. C'est seulement lorsque la poussière soulevée par l'armée s'élève au-dessus des collines que les Indiens sont alertés. Two Moons, chef des Cheyennes du Nord, est en train de nager dans la rivière. J'ai levé les yeux vers le campement et j'ai vu un grand nuage de poussière. On aurait dit une tornade. Les femmes hurlaient et les hommes lançaient leurs cris de guerre. On entendait des vieux crier « Les soldats arrivent, les jeunes, allez vous battre contre eux !» Crazy Horse galope à travers le campement pour rassembler ses hommes. L'attaque surprise de Custer sème la panique chez les femmes et les enfants. Les enfants cherchaient leur mère et les mères inquiètent leurs enfants. Il y avait tant de poussière dans l'air que je ne savais où aller. Wooden Leg, Cheyenne du Nord. Pendant que les jeunes partent à la bataille, Sitting Bull regroupe les hommes encore là pour protéger femmes et enfants. Très vite, les Hunkpapa, menés par Gall, et les Oglala, conduits par Crazy Horse, contre-attaquent. Des centaines d'Indiens à cheval se précipitèrent sur les soldats. Les soldats en contrebas ripostaient avec leurs fusils. Ils ne reçurent pas beaucoup de balles, mais des milliers de flèches. Wooden Leg, Cheyenne du Nord.
Un énorme nuage de poussière enveloppait la colline. Puis on a commencé à voir des chevaux sortir de la tourmente sans cavalier. Black Elk, Oglala. La bataille dure moins d'une demi-heure. Custer, 261 soldats du 7e de cavalerie et 150 Indiens gisent au sol. Les survivants Cheyennes du massacre du peuple de Black Kettle à la Washita River célèbrent la mort de Custer, celui qu'ils appellent le tueur de squaws. Mais cette nuit-là, Sitting Bull est songeur. Mon cœur saigne à la vue de tous ces morts des deux camps. Mais quand ils nous forcent à nous battre, nous devons nous battre. Ce soir, nous honorerons nos morts, ainsi que ces vaillants hommes blancs couchés sur les flancs des collines. Sitting Bull, Hunkpapa. Le lendemain, après avoir incendié la prairie pour couvrir leur retraite, les forces indiennes lèvent le camp en direction des montagnes de Big Horn. La nouvelle de la bataille parvient au monde extérieur le 4 juillet 1876, ce qui jette un froid sur les célébrations du centenaire. Les journaux du lendemain, niant toute évidence, hurlent au massacre. Pour nous, ce fut une grande bataille et non un massacre. Les soldats allaient nous forcer à vivre dans la réserve et nous déposséder de notre pays. Nous tentions de leur échapper. Run the enemy, Sioux Cuthead. Indignée par cet affront infligé à la fierté nationale, l'opinion américaine exige des représailles immédiates. Des expéditions punitives sont lancées. L'armée traque sans pitié les dernières tribus libres des plaines du Nord. Les Hunkpapa de Sitting Bull se réfugient au Canada, où ils obtiennent l'asile politique. Les Oglala de Crazy Horse trouvent refuge dans les Black Hills, d'où l'armée américaine au grand complet tente de les déloger. Pendant des mois, elle se montre incapable ni de vaincre, ni de capturer Crazy Horse. Finalement, le gouvernement fait des ouvertures de paix, promettant des terres, de généreuses subventions et sa protection si lui-même et sa tribu affamée se rendent. Le 5 mai 1877, après avoir victorieusement échappé pendant presque un an à cette terrible chasse à l'homme, Crazy Horse, à la tête d'un millier d'hommes, rend les armes à Fort Robinson. Les Oglala, déjà dans la réserve, lui font une haie d'honneur, chantant et applaudissant. Selon un officier, c'était une marche triomphale, pas une capitulation. Crazy Horse, qui jusqu'ici n'a connu que la liberté des plaines, est dépouillé de son cheval et de son arme. Puis, 4 mois plus tard, le 5 septembre 1877, alors qu'il pense qu'on le conduit chez le commandant du fort, Crazy Horse est emmené jusqu'à la porte d'un bâtiment. À l'intérieur, il y a une minuscule cellule de 1,80 m de haut sur 90 cm de large. Il se rebiffe. Un soldat lui plonge alors une baïonnette dans le dos. Cette nuit-là, alors qu'il agonise, Crazy Horse dit à son père « Dis à notre peuple qu'il ne doit plus compter sur moi. » Crazy Horse est inhumé près d'une rivière qui s'appelle Wounded Knee. Dans notre dernier épisode, vous revivrez le combat pour les cœurs et l'âme du peuple indien à la fin du 19e siècle. Ne ratez pas notre 8e épisode de 500 nations, la culture en péril.